Today, I'm gonna show you, I'm gonna make it. Set me. Élèves de terminalistes, bonjour. Bienvenue dans cette troisième et dernière partie du P6, mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième application qui est le cyclotron. Alors, présentation du cyclotron, il est constitué de deux demi-cylindres creux qu'on appelle D, comme la lettre D, en forme de la lettre D. Là, on peut l'appeler le D1 et là, le D2. Alors, chaque D est placé dans un champ magnétique B uniforme. Et entre les deux D, il y a un champ électrique variable obtenu à partir d'une différence de potentiel sinusoïdale. Donc le champ est variable. Là, c'est une différence potentielle, une tension alternative sinusoïdale. Donc lorsqu'on vient à cette représentation plus simplifiée, donc les lignes de champ ici sont toujours. Alors, lorsque la source émet la particule de charge Q positive, cette particule va entrer dans le D1 avec une vitesse V0 et donc elle va subir la force de Lorentz qui va lui permettre de décrire une trajectoire circulaire de rayon R tel que R égale mv sur qb. Et ici, le rayon ne dépend que de la vitesse, puisque le champ B est uniforme. Lorsque la particule sort du D1 et traverse l'espace où règne un champ électrique, elle se trouve accélérée par un champ E. Et comme Q est positif, FE et E sont des mêmes sens. Donc la particule va être accélérée. Donc, on sait que F égale QE. FE bien sûr. Donc d'après les termes du centre d'inertie, il y a une seule force qui s'exerce ici. Donc vous avez MA égale FE. Donc l'accélération, bien le vecteur accélération égale QM sur E, qui est constant. Et le vecteur vitesse est collinaire à E, donc le mouvement est rectiligne uniformément accéléré. Ça veut dire quoi? À la traversée de l'espace champ E, la particule est accélérée, donc elle va acquérir une vitesse beaucoup plus grande, V1. Donc l'intensité de la vitesse ou bien la valeur de la vitesse V1 est supérieure à V0. Et donc la particule va décrire une trajectoire circulaire de rayon plus grand. Et encore, lorsqu'elle traverse l'espace champ, va être accélérée par le champ électrique qui est variable. Donc la force aussi est dirigée dans le même sens que E. Donc le vecteur accélération aussi reste constant lui. Donc la particule va être encore accélérée et va entrer dans le champ avec un vecteur vitesse V2 dont l'intensité est plus grande que V1 et décrit donc une trajectoire circulaire de rayon plus grand. Donc, à chaque traversée du champ, la particule va décrire un mouvement circulaire de rayon de plus en plus grand. Ainsi, le cyclotron qui permet d'accélérer la particule est un accélérateur de particules. Ces particules accélérées vont avoir une vitesse très grande,
Donc, l'énergie étant liée à la vitesse, l'énergie cinétique bien sûr, donc les particules vont avoir une énergie très grande. Alors, ces particules de très grande énergie peuvent trouver leur importance au niveau des collisionneurs de particules. Collisionneurs de particules qui utilisent notamment le LHC qui se trouve au niveau du CERN. Le LHC qui se trouve au niveau du CERN. Le CERN, c'est le Centre européen de recherche nucléaire au niveau des réacteurs nucléaires. Donc, le LHC, c'est le Large Hadron Collider. C'est le plus grand, c'est le grand collisionneur de hadrons. Donc, l'importance de ces accélérateurs de particules-là, pour en voir un exemple palpable, il faut aller au niveau du LHC. Donc, on va essayer de voir un peu une petite description au niveau du LHC, l'importance de cet accélérateur de particules. L'image que vous voyez est celle du LHC. C'est le grand collisionneur de hadrons, mais c'est en anglais, c'est Large Hadron Collider. Le LHC a la forme d'un anneau circulaire d'une circonférence de 27 km situé à 175 mètres sous terre à la frontière franco-suisse. Donc c'est un collisionneur de particules dans lequel des particules sont accélérées et acquièrent des vitesses très grandes, donc des énergies très grandes. En envoyant ces particules accélérées en collision avec un matériau, on libère de l'énergie susceptible de donner naissance à de nouvelles particules. Donc, nous savons tous que la structure de la matière a été une question qui a occupé les scientifiques pendant longtemps. Et d'ailleurs, entre les années 1950 et 1960, de nombreux physiciens ont travaillé à bâtir une théorie censée expliquer la structure fondamentale de la matière, théorie plus connue sous le nom de modèle standard de la physique des particules. Donc, ce LHC se trouve au niveau du CERN, qui est le Centre européen de recherche nucléaire qui se trouve à Genève. C'est le plus grand accélérateur de particules et le plus puissant au monde. Donc, comme tout accélérateur, il utilise le principe selon lequel on va accélérer des particules à l'aide d'un champ électrique et puis on va contrôler leur rayon ou bien leur déviation au niveau du collisionneur avec un champ magnétique B. Alors, le principe de fonctionnement est simple. Accélérer la particule à l'aide d'un champ électrique. Ici, c'est un électron. C'est le fonctionnement du tube cathodique dans les anciens téléviseurs. Maintenant, la faire dévier à l'aide d'un champ magnétique. Ici, il y a simultanément un champ électrique et un champ magnétique. Donc, le champ électrique permet d'accélérer, le champ magnétique permet de la faire dévier. Donc, le cyclotron est un accélérateur de particules. Intéressons-nous maintenant à l'expression du temps mis par la particule pour décrire une demi-trajectoire circulaire. On sait que l'expression de la vitesse, c'est la distance sur le temps mis. Donc, delta t, c'est le temps mis. Bon, dans d'autres configurations, si on pouvait l'appeler temps pour décrire un demi-tour, hein. Delta t peut-être. Donc, rien ne change ici. Donc, est égal à L, c'est pi r, hein. C'est un arc de cercle, un demi-cercle, c'est pi r. Parce que là, c'est une trajectoire circulaire, semi-circulaire, c'est ça tout simplement, c'est pi r, circonférence, demi-circonférence, c'est pi r. Donc ici, on a pi r divisé par v. En remplaçant r par sa valeur, par son expression, r égale mv sur valeur absolue de QB dans le cadre général, bien sûr. Si Q est positif, c'est pas la peine de mettre la valeur absolue. Donc, en simplifiant par V, on retrouve delta T égale pi m sur QB. Et on voit nettement ici que
delta t est indépendant de la vitesse. Donc delta t est indépendant de v. Delta t est indépendant de v. Donc delta t ne dépend que des caractéristiques, c'est-à-dire de M et de Q pour un champ magnétique B uniforme. Donc on peut se demander aussi de calculer la période. La période T, c'est le temps pour effectuer un tour complet. Donc comme delta T ne dépend pas de V, c'est 2 fois delta T. Donc T ici est égal à quoi? 2 delta T est égal à 2 pi m sur racine carrée de sur valeur absolue de QB. Donc là, c'est la période. En même temps, on peut déterminer la fréquence, puisque c'est un mouvement périodique. La fréquence, N c'est l'inverse de la période. Donc c'est 1 sur T, c'est égal à la valeur absolue de QB sur 2 pi m. Voilà. Alors, petit b, vitesse maximale et énergie cinétique maximale de la particule. Alors, on parle de l'expression du rayon. Ici, on sait que le rayon R est égal à mv sur de QB. Le rayon dépendant de la vitesse, donc le rayon maximal est égal ici à la vitesse maximale. Donc la vitesse maximale, c'est égal à R max. Or, on sait que le rayon maximal, c'est le rayon du cyclotron lui-même. C'est R du cyclotron. Donc, V max est égal à R, l'absolu de Q, B divisé par M. Et on peut encadrer donc ça. Et du coup, donc, l'énergie cinétique maximale, en remplaçant V par dans l'expression 1 demi, l'énergie cinétique est maximale. Si la vitesse est maximale, 1 demi de M, V max au carré. Donc, l'énergie cinétique maximale, c'est donc R carré, Q carré, B au carré, sur 2M. Sur 2M. Puisque l'un des M va simplifier en M ici, avec le M au carré en bas, ça va simplifier. Voilà. Et maintenant, la troisième question, petit c, c'est le nombre de tours effectués par la particule dans le cyclotron. Donc, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre l'entrée et la sortie de la particule, donc, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre l'entrée et la sortie de la particule, on aura l'énergie cinétique maximale moins l'énergie cinétique initiale est égale. Il y a la coexistence de deux champs, dont un champ électrique et un champ magnétique, donc deux forces. Le travail de la force électrique et le travail de la force magnétique. Or, le travail de la force magnétique est nul. Pourquoi? Parce que c'est égal à la puissance de la force magnétique multipliée par delta T. Or, la puissance, c'est Fm scalaire V. Donc, ce produit scalaire vaut 0. Pourquoi? Car Fm est orthogonal. Fm est orthogonal à V. Car Fm est orthogonal à V. Donc, le produit scalaire vaut 0. Donc, ce qui nous donne tout simplement, donc, nous revenons ici, donc nous avons tout simplement EC max moins EC initial est égal
au travail de la force électrique. Alors, à chaque traversée de la zone de coupure, l'énergie de la particule augmente de QU. Maintenant, l'augmentation d'énergie est de 2QU. Là, c'est le double d'une traversée. Donc, pour le double d'une traversée, c'est-à-dire un tour, double d'une traversée. Donc, ça veut dire quoi en résumé? Alors, en d'autres termes, donc, lors d'un tour qui correspond à une traversée, donc pour un tour qui correspond à 2 traversées, donc l'énergie, bien travail d'F, est égal à 2QU. Parce que pour chaque traversée, c'est QU. Donc dans le champ, ici, on a une traversée là, une traversée là. Donc ces 2 traversées, c'est 2QU. Donc, pour un tour, c'est 2QU. Premier tour. Donc lors du deuxième tour, on aura quoi? Par exemple, deuxième tour, on aura le travail, l'énergie qui va être égale à 2 multiplié par 2QU. Troisième tour, ce sera 3 multiplié par, ou bien 3 multiplié par 2QU, ou bien 2 fois 3QU, c'est 2 multiplié par 3QU. Maintenant, pour énième traversée, c'est 2 multiplié par NQU. Alors, pour N tours, donc ici nous revenons pour N tours. Pour N tours, le travail donc, va être égal à 2 NQU. Donc, l'énergie cinétique maximale, c'est-à-dire à la sortie, et l'énergie cinétique à l'entrée, qui est initiale, est égale à donc 2 NQU. Et là, on tire N qui est égal à quoi? L'énergie cinétique maximale moins l'énergie cinétique initiale sur 2 QU. Alors, avec bien sûr, et c'est très important, avec U est égal à U max. Parce que c'est une tension variable, donc c'est U max. Ici. Depuis là, c'est U max. Ici, la quantité maximale, maximale, maximale et maximale. Donc, c'est U max, avec U égale U max. Alors, aussi, l'énergie cinétique maximale, c'est-à-dire à la sortie, est largement supérieure à l'énergie cinétique à l'entrée. Pourquoi? Parce que l'énergie cinétique, EC, égale 1 demi de mv carré. Donc, lorsqu'on double la vitesse, l'énergie cinétique va être quadruplée, va être multipliée par 4. Et donc, l'énergie cinétique finale, la sortie, va être très grande devant l'énergie cinétique initiale. Donc, ce qui nous donne un nombre de tours, N, donc très négligeable. Donc, EC max, l'énergie cinétique maximale, divisé par 2QU max. Ou bien U tout simplement, parce que j'ai dit que U égale à U max. Voilà ce qu'on a pour le nombre de tours. On termine les applications avec le filtre de vitesse ou sélecteur de vitesse. Il est constitué de 3 chambres, une chambre d'ionisation, une chambre d'accélération et un filtre de vitesse ou sélecteur de vitesse. Dans la chambre d'ionisation sont produits des ions, supposons ici des ions Q, de charge Q positive, ce sont des isotopes. M1, par exemple, Q de masse, M2. 2 ions, supposons. Donc, ces ions sont produits dans la chambre d'ionisation avec des vitesses pratiquement nulles. Maintenant, ces ions sont accélérés dans la chambre d'accélération à l'aide d'un champ électrique E, avec une tension U. On avait vu ça précédemment. Donc, ces ions vont pénétrer ici en O2
avec un vecteur vitesse V0, donc d'intensité V0 égale racine carrée de 2 QU sur M. Maintenant, dans le sélecteur de vitesse, règne simultanément un champ électrique et un champ magnétique. Là, un champ magnétique B qui est rentrant. Donc, c'est ça qu'on a ici. Donc, ici, on a le vecteur vitesse V0. On rappelle la charge Q est positive. Le champ B est rentrant. Voilà. Alors, donc ici, les deux isotopes qui sont là entrent dans le sélecteur ici avec des vitesses qui sont différentes. Pourquoi? Parce que ces isotopes n'ont pas la même masse. Donc des ions isotopes vont entrer dans le sélecteur avec des vitesses différentes. Donc si vous voulez, peut-être la vitesse pour l'isotope 1 de charge Q et de masse M1 est égale à quoi? Racine carrée de 2QU sur M1. Et l'autre, sa vitesse c'est V2 égale racine carrée de 2QU sur M2. M1 étant différente de M2, donc les deux vitesses sont différentes. Alors, pour que la particule qui entre en O2 avec le vecteur vitesse V0 sorte du domaine en O3, il faut que la particule soit animée d'un mouvement rectiligne uniforme. Parce que dans ce domaine règne un champ électrique et un champ magnétique. Alors, système particule, référentiel terrestre supposé galiléen. Bilan des forces, il y en a deux, la force électrique et la force magnétique. Parce que la particule est soumise simultanément à deux forces. Ou bien les ions sont soumis simultanément à deux forces. Donc, pour que les particules sortent en O3, des ions bien sûr, avec la même vitesse V0, il faut que leur mouvement soit rectiligne uniforme. Donc, comme le mouvement est rectiligne uniforme, cela veut dire que la force électrique, la somme vectorielle de la force électrique et la force magnétique doit être égale au vecteur nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que FE est opposé en vecteur à FM. Or, dans le schéma, on peut représenter la force magnétique ici. Puisqu'on connaît le sens de V0 et de B, on peut représenter la force magnétique qui dirige soit la particule. Supposons une particule qui est là. La force magnétique est dirigée vers le haut. Donc, du coup, la force électrique va être dirigée vers le bas. Et comme Q est positif, Fe égale QE. Donc, F et E sont de même sens. Donc, le champ électrique aussi est dirigé vers le bas. Voilà ce qu'on a. Je peux décaler ça ici. Voilà. Et FE, donc, mais en intensité, FE est égal à FM. Donc, ça veut dire quoi? QE est égal à Q V0 B. En simplifiant par Q, on a V0 égale E sur B. Donc les particules doivent avoir une vitesse V0 égale E sur B pour sortir en O3 sans être déviées. Alors, donc les particules qui ont une vitesse V0 égale E sur B sortiront du domaine sans être déviées. Maintenant, il faut remarquer que si la vitesse des ions est supérieure à V0, donc ça veut dire quoi? On va multiplier partout par QB. On multiplie partout par QB, donc ça donne QVB supérieur à QV0
B. Or, on avait posé que la force électrique était égale à la force magnétique en intensité. Bien sûr, là c'est la force électrique et là c'est la force magnétique. Donc ici, qu'est-ce qu'on aura donc? Ici, donc, on aura directement la force magnétique va l'emporter devant la force électrique, puisque ceci, c'est la force magnétique et ça, c'est la force électrique. Donc, comme la force magnétique l'emporte devant la force électrique, ces particules donc seront déviées vers le haut. Donc, déviation vers le haut, puisque la force magnétique est dirigée vers le haut. De même, si la vitesse V est inférieure maintenant à V0, la vitesse des particules est inférieure à V0 E sur B. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura directement ici la force magnétique qui sera inférieure en intensité à la force électrique. Et donc, ici, on aura une déviation vers le bas. Une déviation vers le bas. Donc, si nous prenons nos deux particules, par exemple, la particule Q de masse M1 animée d'une vitesse V1, si V1 est supérieur à V0, donc ces particules seront déviées vers le haut. Et la particule de masse, de charge Q de masse M2 de vitesse V2, si V2 est inférieur à V0, ces particules vont être déviées vers le bas. Donc voilà, les particules de vitesse V1 vont être déviées vers le haut. Ce sont les particules de charge Q de masse M1. Et vers le bas, ce sont les particules de charge Q et de masse M2. Donc, le sélecteur de vitesse, en conclusion, a pour but de sélectionner des particules de vitesse V. Donc, il joue en quelque sorte un rôle de sélectionneur de particules, puisqu'il permet de séparer des particules de vitesse V. Voilà, le sélecteur de vitesse permet donc de sélectionner des particules de vitesse V. Donc, c'était tout pour cette séance. Concernant l'effet Hall, peut-être on verra ça avec les exercices. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne.